Molero Editor est la plus prestigieuse maison d'édition au monde spécialisée dans le clonage de manuscrits enluminés. Elle présente au Jardin botanique royal l'exposition « Plantes et fleurs curatives dans les manuscrits enluminés » peints entre le Xe et le XVIe siècle. L'exposition peut être visitée dans le pavillon Villanueva jusqu'au 22 mai. Nous nous trouvons au Jardin botanique royal de Madrid, l'une des institutions les plus anciennes et, d'un point de vue botanique, les plus importantes du pays. Nous disposons ici d'un centre de recherche et d'une partie muséale consacrée aux plantes vivantes. Dans le pavillon Villanueva, nous avons une exposition sur Dioscoride de Chibo et Mattioli. Es muy bonito ver los, creo que más de 30 códices iluminados que hay en la exposición. Il est très agréable de voir plus de 30 codex enluminés exposés ici, dont ce dernier, que j'ai mentionné, représente les plantes de telle manière qu'il est possible d'identifier presque toutes les espèces, parce qu'il semble qu'elles soient vivantes. En plus, derrière elle se trouve un paysage charmant, parfois avec des ruines, qui nous montrent dans quel habitat, dans quel lieu, la plante a poussé. Tous ces livres sont des éditions limitées numérotées et certifiées devant notaire. Le papier est exactement le même que celui sur lequel l'original a été réalisé. Il a tous les défauts et toutes les vertus, c'est-à-dire ces petites taches qui sont le témoignage ou la preuve de l'histoire. Le sceau de la bibliothèque britannique, cela ne se fait plus aujourd'hui, le sceau était mis pour que les pages ne soient pas volées. À l'époque, beaucoup de livres ont été mutilés, alors c'était précisément pour empêcher cela. On parle de codex enluminé parce que ces peintures sont généralement décorées d'or, d'argent et de métaux précieux. L'or brille, s'illumine, lorsqu'il est exposé à la lumière, et c'est de là que vient le terme enluminé. Ils étaient généralement fabriqués pour les rois et les empereurs, qui étaient les seuls à pouvoir se permettre ces dépenses économiques. Dans cette exposition, nous trouvons le Dioscoride et tous les codex qui ont été réalisés entre le Xe et le XIIe siècle, plus ou moins, et qui sont d'une importance fondamentale dans le développement de la science et dans le développement des arts. Dioscoride était un médecin grec du 1er siècle qui a voyagé avec les légions romaines dans toute la région méditerranéenne. Il a rédigé un manuscrit sur les plantes médicinales et tout ce qui pouvait être utilisé pour la guérison, y compris les produits animaux et minéraux. Ce manuscrit a ensuite été copié à plusieurs reprises tout au long du Moyen Âge jusqu'au XVIe siècle. Tradujo ese manuscrito al italiano, por primera vez, del griego al italiano. Le Dioscoride de Chibo et Mattioli est un ouvrage très intéressant du XVIe siècle, dont il n'existe qu'un seul exemplaire à la British Library, et qui comporte de très beaux dessins de plantes, très détaillés, et dont l'espèce est identifiable, réalisé par Gherardo Chibo sur fond de paysage, ce qui confère à la plante une pertinence particulière. Cette exposition réunit l'art et la botanique, la connaissance botanique et la connaissance des plantes médicinales, c'est-à-dire le Dioscoride traduit par Mattioli. Nous sommes au XVIe siècle, l'Amérique vient d'être découverte et nous venons de faire le tour du monde. Estamos en el siglo XVI. Se acaba de descubrir América.
Toutes ces découvertes et tous ces voyages ont pour but d'obtenir des épices, d'obtenir des plantes, d'obtenir de nouvelles plantes, et en même temps d'étudier les plantes. Conseguir las especias, conseguir plantas nuevas, estudiar y también a su vez estudiar. Au XVIe siècle, la médecine est en plein essor, comme toutes les autres sciences. Tiene un auge, como todas las otras ciencias, muy importante. 70% des produits curatifs sont obtenus à partir des plantes. 70% de los productos curativos se sacaban de las plantas. Las plantas había que identificarlas bien, entonces el dibujo botánico ayudaba. Les plantes devaient être bien identifiées, et les dessins botaniques étaient d'une grande aide, car il est parfois difficile d'identifier la plante à partir d'une description, mais en dessinant la plante avec précision, il était possible de savoir exactement de quelle plante il s'agissait. Regardez, c'est la signature de Charles Quint, de l'empereur Charles Quint, et celle-ci c'est la signature d'un commis que Catherine la Grande avait à Paris pour acheter des livres. Voici l'héraldique des médecins de Charles Quint. L'héraldique originale, qui appartenait à la famille de François Ier, a été grattée et repeinte avec celle de Charles Quint. Toutes les connaissances en médecine des Grecs et des Romains y figurent. Elles sont ensuite illustrées par les plantes utilisées. Voilà, Charles Quint le signe une fois de plus. La relation entre Charles Quint et François Ier était une situation de conflit continu, peut-être voulait-il indiquer clairement que le livre lui appartenait. Le bréviaire d'Isabelle la catholique, emporté par une personne qui accompagnait Napoléon lors de son séjour à l'Escurial de Madrid, est aujourd'hui conservé au British Museum. Il a été conçu pour commémorer 3 grands événements fondamentaux du règne d'Isabelle la catholique: la politique matrimoniale, la découverte de l'Amérique et la conquête de Grenade. Il s'agit d'un bréviaire différent de tous les autres, car le bréviaire est un livre pour les ecclésiastiques, et Isabelle n'était pas une ecclésiastique. Ces ouvrages ont été manipulés par Alphonse le Sage, Louis IX, Catherine la Grande de Russie ou Isabelle la catholique. En d'autres termes, il s'agit d'œuvres qui ont circulé entre les mains les plus sélectes, et entre les personnes qui pouvaient réellement s'offrir un manuscrit de ces caractéristiques. Ils ont été très chers depuis sa conception originale et il y avait très peu de gens qui savaient lire au Xe ou XIe siècle, et c'était précisément les personnes qui occupaient les plus hautes fonctions dans l'État. Un livre au contenu 100% spirituel est bien sûr la Bible de Saint Louis. La Bible de Saint Louis est presque entièrement conservée à Tolède, dans la cathédrale primatiale d'Espagne, et 32 de ses pages se trouvent au Morgan Library de New York. Il y a 4987 histoires de la Bible enluminées ici, et c'est la réalisation la plus importante, c'est une pinacothèque reliée comme l'a appelé le Times, parce qu'elle présente toute la Bible en peinture. Elle a été commandée par Louis IX, plus tard Saint Louis, et aucune autre culture n'a jamais été capable de faire quelque chose de semblable. La sélection d'ouvrages dont nous faisons le clonage est constituée de chefs-d'œuvre reconnus des 8e, 9e, 10e siècles, jusqu'au dernier qui remonte au 16e siècle. Mais nous rassemblons le meilleur du meilleur dans la bibliothèque où il se trouve, soit à Madrid, soit à Saint-Pétersbourg, soit à New York ou à la British Library de Londres.
Comment est-ce que je trouve les livres? C'est parfois à cause de la pure curiosité, de la connaissance, et j'ai déjà dit que ce sont des œuvres reconnues comme telles, exceptionnelles à tous points de vue. Mais parfois, par exemple dans le cas du livre des simples médecines, j'en ai eu connaissance grâce à une simple carte postale que j'ai reçue de la Bibliothèque nationale de France, et qui contenait une citation et une image d'une plante utilisée pour guérir la goutte, utilisée par Charles Quint à cette même fin. Le XVe siècle finissait et un vent de changement soufflait sur la vieille Europe. Les rois du Portugal avaient chargé leurs meilleurs navigateurs de découvrir de nouvelles routes commerciales. Ces navires étaient mus par le désir politique de dominer l'économie. Le centre névralgique de ces expéditions était Lisbonne. Les navigateurs logeaient dans un vieil ermitage, situé à l'emplacement du futur monastère des Hiéronymites de Sainte-Marie de Bélem. Et dans la tour de Bélem voisine, les embarcations et leur équipage s'organisaient pour entreprendre l'aventure. C'était le port de départ. Le roi Manuel Ier le commanda en 1517. Son destinataire devait être le monarque du pays voisin, le roi d'Espagne et empereur Charles Quint. On le lui fit peut-être parvenir en l'offrant à sa sœur, Léonore d'Autriche, qui finirait par devenir l'épouse du roi du Portugal. Mais c'était un cadeau empoisonné. Il représentait le monde comme un grand lac cerné de terre. Dans ces conditions, il serait impossible d'atteindre les Moluques, ou îles aux épices, en naviguant vers l'ouest, comme le prétendait la monarchie espagnole. Malgré sa précision dans la description de la plupart des territoires, l'Atlas n'avait pas pour objectif de représenter la totalité du monde connu, mais de laisser planer un doute sur l'Orient et sur les routes pour le rejoindre. Sans aucun scrupule à utiliser une information fausse, là où les expéditions portugaises n'étaient pas arrivées, l'Atlas inventait. Les terres inconnues y sont dessinées comme si elles avaient déjà été découvertes. Sur certaines côtes, les noms des villes sont sciemment omises pour égarer d'autres navigateurs. Et ce, en dépit des connaissances considérables de ses créateurs, le cosmographe Lopo même, le cartographe Pierre Reinel et son fils Georges. Nous rendons en quelque sorte possible l'impossible. De telles œuvres ont survécu parce qu'elles sont des trésors depuis leur conception originale. C'est la raison pour laquelle elles ont été préservées jusqu'à présent. Pourquoi ont-elles changé de pays? Pourquoi se trouvent-elles aujourd'hui au Morgan ou pourquoi sont-elles au Metropolitan ou au British Museum? Eh bien, c'est parce que, à cause de leur caractère exceptionnel, elles ont été volées, achetées ou données à certains moments de l'histoire. Bien sûr, si ces livres n'avaient pas survécu, notre culture serait différente. Nous aurions peut-être d'autres façons de vivre. C'était la base du savoir, du progrès scientifique et du maintien des coutumes. Ce sont des livres indispensables, ce sont des codex sans lesquels nous ne serions pas ce que nous sommes. Comme l'a dit Umberto Eco, c'est la base de la culture chrétienne en Europe et en même temps le plus grand achèvement dans l'histoire de l'art.